Alors que le vaisseau de sauvetage Echo de la Méridiane naviguait à travers le cimetière de Katara Prime, le capitaine Ezra Thorne sentit un frisson lui parcourir l'échine, en observant les flèches cristallines s'élever des dunes de sable violet en dessous. Les flèches vibraient encore un bourdonnement sourd qu'il pouvait sentir à travers la coque du vaisseau, faisant souffrir son œil cybernétique de sensations fantomatiques. « Encore un monde mort avec des cadavres coûteux !» murmura-t-il en ajustant la sensibilité de son implant oculaire. Les deux soleils pendaient de gonflés et orange dans un. Sous le ciel lavande, la lumière était filtrée à travers des processeurs atmosphériques qui n'avaient pas fonctionné depuis des années. Tout en dessous brillait avec cette qualité ambrée particulière qui faisait que le travail de récupération ressemblait à de l'archéologie. Ezra informa le pont vide que c'était probablement juste un autre bug, mais ses doigts dansaient déjà sur la matrice de contrôle, activant les capteurs du vaisseau pour clarté totale. Les relevés pulsaient comme un cœur effrayé trop régulier pour être un dysfonctionnement trop faible pour être nuisible. Il devrait donc les ignorer. Selon le protocole de récupération standard, il devrait éviter tout ce qui est biologique, se concentrer sur la technologie et les minéraux, et partir avant que la radiation locale ne fasse tomber ses cheveux de manière étrange. Cependant, il y avait quelque chose dans ces relevés, la façon dont il semblait l'appeler sur des fréquences que son équipement ne devrait même pas détecter. Ses bottes crissaient sur le sable violet avec un bruit métallique étrange, comme si elles écrasaient des rêves brisés. S'étendant vers les deux horizons, les ruines étaient magnifiques, même dans leur délabrement. Les monuments renversés portaient une écriture fluide dans une langue qui précédait de millénaires le contact humain avec ce secteur. L'air avait un goût d'ozone et quelque chose de floral, terriblement sucré, comme un parfum de fantôme. Son scanner le guida au-delà. Alors qu'il descendait dans le labyrinthe des murs effondrés du temple, il rencontra des sculptures inanimées avec des expressions qui semblaient suivre chacun de ses pas. L'air était chargé de la possibilité de ce qui avait été autrefois un temple, et la température baissait à chaque pas. Sous l'une des dalles, il découvrit une petite femme, pas plus haute que 8 ou 9 pieds, dont la peau avait le vert azur du fond de l'océan, et dont les yeux ressemblaient à de la lumière d'étoiles capturée. Ses cheveux cascadaient le long de ses... Alors qu'il s'accroupissait, son traducteur universel resta silencieux. Il semblait que son espèce ne figurait pas dans sa base de données. Elle l'observa un moment, la tête inclinée, comme un oiseau curieux. Puis dans un accent parfait agrémenté d'harmoniques qui faisait vibrer ses os, il demanda « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» Ses yeux radieux contenaient une combinaison de peur et d'espoir désespéré, et elle le regarda avec un mélange des deux. « Tu viendras ?» dit-elle avec la certitude d'une prophétie ou de la folie. « Maman a dit que tu viendrais quand les lumières s'éteindraient. Je ne t'ai pas encore sauvé parce que ce serait présomptueux de ma part. » Ezra cligna des yeux, ses mots sortant plus maladroitement qu'il ne l'avait prévu, mais une lueur d'amusement possible traversa ses traits extraterrestres. Elle tendit une petite main vers lui, paume vers le haut. Ses doigts étaient d'une plus longs que ce que les proportions humaines pourraient suggérer, terminés par ce qui ressemblait à des formations cristallines naturelles. Lorsqu'il tendit la main pour prendre la sienne, son toucher était étonnamment chaud, malgré son apparence aquatique. « Je m'appelle Lion », dit-elle, sa voix portant ces harmoniques impossibles qui firent clignoter son œil cybernétique avec des flux de données qu'il ne pouvait pas interpréter. « J'ai attendu. » La prise de lienne était étonnamment ferme alors qu'il montait vers la surface. Ses doigts en cristal accrochaient le tissu synthétique de ses gants, produisant de petits bruits de cliquetis. Elle se déplaçait avec une précision méticuleuse, testant chaque pas avant de poser son poids. Ezra se surprit à ajuster son rythme pour correspondre à son rythme délibéré. Les processeurs chantaient autrefois, dit-elle soudainement sa voix, portant ses harmoniques qui faisaient hoqueter son traducteur. Avant que le silence ne vienne, il chantait les chants de croissance, les chants de mémoire. Elle s'arrêta devant une arche tombée tout en courant. Elle passa sa main libre sur des symboles finement sculptés, comme s'ils étaient vivants, et répondait à son toucher. « Vos machines chantent-elles d'où vous venez ?» dit-elle. Ezra réfléchit à cela. « Ma cafetière fait des bruits intéressants, mais je ne l'appellerai pas chant. » Quelque chose qui aurait pu être un rire remonta de sa gorge, un son comme de l'eau sur des carillons en cristal. « Cafetière » répéta-t-elle en testant les mots inconnus. « Est-ce un appareil sacré »
C'est discutable. Alors qu'ils émergeaient dans le crépuscule ambré, les deux soleils peignaient la place en ruines de nuances de cuivre et d'or. Des particules de poussière tourbillonnaient en spirale impossible, défiant la légère brise. L'œil cybernétique d'Ezra enregistra des relevés d'énergie qui n'avaient aucun sens selon toute physique qu'il connaissait. À ce moment-là, il se sentit ridicule d'avoir fait des blagues avec une enfant extraterrestre dans les ruines de sa civilisation. Cependant, elle semblait ravie par sa réponse, ses yeux lumineux s'illuminant perceptiblement. Non déclarer sa présence épaississait l'atmosphère. Ezra devait se pencher pour croiser son regard. Elle se tenait droite, son armure usée par une catastrophe passée, et ses cheveux argentés étaient entrelacés de ce qui semblait être des cristaux de mémoire, chacun brillant doucement, avec son propre rythme de lumière. Alors qu'elle l'observait, Ezra se sentit nu d'une manière qui n'avait rien à voir avec la vue, et tout à voir avec une reconnaissance à des niveaux qu'il ne pouvait pas comprendre. Elle avait des yeux de la même teinte insondable que ceux de l'Iriane, mais ils semblaient être chargés du poids des étoiles qui s'éteignent. « Mère !» appela Lyon en lâchant sa main pour s'approcher de la figure imposante. Cependant, il y avait une tension subtile dans sa posture, comme si elle était à la fois soulagée et respectait la révérence de ceux qui les entouraient. D'autres figures se tenaient immobiles au milieu des débris, leurs visages dissimulés derrière des masques qui pouvaient être soit cérémoniels, soit pratiques. Ezra ne pouvait pas détecter leur rythme respiratoire. La femme qu'il avait silencieusement évaluée pendant ce qui semblait une éternité finit par parler, et sa voix avait les mêmes sous-tons harmoniques que celle de ses filles, mais elle était plus profonde et plus complexe, comme un vieux vin distillé en une pure résonance. « Tu es enfin arrivé !» Les mots le frappèrent avec un sentiment écrasant de reconnaissance qu'il ne pouvait pas identifier. C'était comme si elle l'attendait, non pas simplement espérant un sauvetage. Ezra commença à dire quelque chose, mais il se retint. L'œil cybernétique d'Ezra clignotait avec des messages d'erreur, alors qu'il tentait de traiter des implications trop vastes pour être comprises. Ses pensées étaient éparpillées, et sa mémoire le tourmentait, mais il y avait quelque chose dans son visage, la structure osseuse sous des traits étrangers, qui persistait comme un rêve à moitié oublié. Son sourire était triste, conscient et terrible. « Viens, il y a des choses que tu dois faire. Obtenez-le avant que le calme ne revienne. » La femme les guida à travers des couloirs qui semblaient exister dans un état quantique d'incertitude, des murs qui semblaient solides jusqu'à ce que vous les fixiez, des portes qui menaient à des pièces plus grandes que les bâtiments qui les abritaient. L'œil cybernétique d'Ezra continuait de cracher des messages d'erreur, tentant de concilier une architecture qui adhérait à des règles que la physique n'avait pas encore inventées. « Athéavos », dit-elle quand il trouva le courage de lui demander son nom. Son accent fluctuait comme les marées parfois, inconnu mais étrangement familier. Et avant que vous ne demandiez oui, je le connaissais bien. Lyon sauta devant eux, ses cheveux argentés réfléchissant une lumière qui semblait émaner des murs. Ses pas fredonnés réveillèrent dans les processeurs atmosphériques endommagés, ramenant à la vie l'arôme de plantes depuis longtemps disparu. Altia regardait sa fille tirer une vie fantomatique des systèmes défectueux. La ville se souvenait encore de ses chansons. Ils entrèrent dans un espace qui avait autrefois été une grande salle. Alata croisa son regard et expliqua que la piscine pourrait être utile pour vérifier si tu as une bonne journée capillaire mardi prochain. Cependant, elle lui fit signe de s'asseoir en disant « Laissez-moi deviner, cela dépend de votre définition du pratique. » Les coussins qui gardaient encore de la chaleur malgré l'air froid étaient disposés autour de la fontaine qui reflétait des visages légèrement différents des leurs plus âgés et plus jeunes parfois, avec des expressions qu'ils n'avaient pas encore faites. Une substance qui transformait la lumière des étoiles en une forme que ces implants cybernétiques pouvaient jouer des mélodies dont il n'avait aucune idée qu'ils étaient capables, alors qu'elles se traitaient dans son système. Alors qu'il le faisait, des souvenirs qui n'étaient pas les siens commencèrent à émerger. Il vit un monde magnifique peuplé d'êtres ressemblant à la fois à Altia et aux humains, se déplaçant gracieusement entre les dimensions avec une technologie alliant science et magie. Elle lui offrit du vin temporel pour l'aider à la transition, et Ezra pouvait sentir la réponse se déployer dans les marqueurs génétiques étaient tous là, écrits dans son ADN, comme des lettres d'amour, dans une langue qu'il apprenait à peine à déchiffrer. L'haïant sa petite silhouette rayonnant d'une confiance qu'il ne méritait pas,
s'appuya contre son épaule, alors que le crépuscule s'installait. Sa peau brillait faiblement avec des motifs bioluminescents, traçant des spirales délicates sur ses bras et son visage. « Parle-lui de la mère du dévoreur », chuchota-t-elle sa voix portant des sous-entendus qui faisaient fissurer la réalité au bord. L'expression d'Altia s'assombrit alors qu'elle chuchotait. « Ils ne détruisent pas les mondes. »« Mon grand-père », réussit-il à dire le cœur serré d'émotion. L'affection désinvolte de son grand frère le mettait mal à l'aise, mais il réussit à garder son calme. Elle confirma qu'il était un bridger, l'un des rares humains capables d'interagir avec notre technologie sans devenir fou. De plus, elle étendit ses doigts traçant la ligne de les implications l'envahirent, comme une vague affectant sa vision améliorée, sa capacité à entendre leurs discours harmonieux et le fait que son scanner avait détecté l'Irien, alors qu'elle aurait dû être indétectable. Il était mon partenaire de manière à créer quelque chose de nouveau et nécessaire. « C'est pourquoi tu attendais ?» dit-il. Alta répondit. « Tu diffuses ton héritage chaque fois que tu utilises cet œil. Nous t'avons appelé pendant 3 ans. » Ces mots résonnaient avec une clarté glaçante. Alors qu'Altia les conduisait à travers des parties de la ville qui existaient en superposition quantique, à la fois solide et translucide, toujours bourdonnante d'énergie potentielle, Lion gloussa contre son épaule et dit « J'ai prévenu maman que tu serais confus. Les humains le sont toujours quand ils découvrent qu'ils ne sont pas entièrement humains. » L'héritage hybride d'Ezra expliquait plus que ses sens améliorés. Il était inscrit dans chaque système de son vaisseau, chaque pièce de technologie qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à réparer, quand le il découvrit que Lion, qui était moins romantique, s'élançait en avant ses pieds nus silencieux sur des pierres qui résonnaient comme des cloches lorsqu'Ezra marchait dessus. Elle semblait trouver sa découverte maladroite d'une ascendance extraterrestre infiniment divertissante, pointant des sculptures représentant des figures engagées dans ce qui ressemblait de manière troublante à lui. Altia observa alors qu'il ajustait instinctivement un cristal de mémoire endommagé jusqu'à ce qu'il s'illumine d'une nouvelle lumière. Nous avions un terme plus technique pour cela, le syndrome d'interface génétique quantique. Elle expliquait avec enthousiasme les manuels d'instruction pour la mécanique quantique de base pour les enfants, alors qu'il marquait une pause devant un gel particulièrement élaboré. Ezra murmura « Je suppose que la trigonométrie n'est rien de plus qu'une peinture aux doigts avancés. » Son rire avait une qualité cristalline qui faisait scintiller l'air. La stupide trigonométrie est quelque chose que les bébés apprennent avant de pouvoir marcher correctement. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans les sections quantiquement instables, Ezra commença à comprendre pourquoi Alata le regardait avec un mélange étrange d'optimisme et de pessimisme imprégnait son œil cybernétique. Ce n'était pas un matériel militaire ordinaire. C'était plutôt une technologie hybride destinée à se connecter à des systèmes que la science conventionnelle disait ne pas exister. Il était capable de capter leurs cordes vocales résonantes quantiques, une qualité partagée uniquement par les humains et les Karatis. Notre groupe, les Karatis, s'est installé près d'une fontaine en spirale à flux hélicoïdal. Nous étions les gardiens de leurs souvenirs. Traduits comme ceux qui se souviennent en avant, ce qui n'était pas complètement exact, mais transmettait le sentiment. Ezra pouvait sentir les fluctuations quantiques croissantes dans ses os, une instabilité grandissante qui rendait la réalité mince au bord. Les bâtiments scintillaient entre des états d'existence et sa vision améliorée captait des signatures énergétiques qui pulsaient avec une urgence croissante. « Quelque chose arrive », dit-il l'expression d'Alta, devenant sombre. « Le balise que vous avez activé lorsque vous avez trouvé l'Irian a diffusé notre position à travers 17. Ce n'est pas de ta faute si l'amour laisse des signatures quantiques. Les dévoreurs suivent ces signaux comme des prédateurs suivent des traces de sang. » Ezra s'émerveillait du fait que sauver ta fille nous avait effectivement tous rendus cibles. Je suppose que je devrais inclure balise cosmique involontaire dans mes compétences spéciales sur mon CV. Lien, dont les motifs bioluminescents restaient immobiles près de la fontaine, répondit que c'était ce que sa génétique l'avait poussé à faire. Ezra ressentait un poids lourd dans l'air, alors qu'elle parlait sa voix, portant des harmoniques qui faisaient revivre le passé dans la ville dévastée. Maman, sa petite main trouva celle d'Ezra en serrant fermement, et le silence qui suivit avait des implications trop vastes pour être comprises. Au loin, Ezra pouvait distinguer le son de quelque chose qui n'était pas tout à fait là, comme l'absence d'un ennemi approchant.
L'ennemi ne se présentait pas avec des navires ou des armes. Il se manifestait simplement. Les bords de la ville semblaient se dissoudre dans le néant, alors qu'Ezra se tenait sur la plateforme d'observation d'une tour défiant les lois de l'ingénierie. Sa voix tremblait alors qu'un autre district disparaissait dans l'oubli. Altia, quant à elle, se déplaçait avec une efficacité désespérée, ses ornements capillaires cristallins brillants, alors qu'ils interagissaient avec des systèmes cachés à travers les ruines. Les gardes en qui Ezra avait auparavant confiance. Nous savons maintenant que ces structures biomécaniques avaient leur propre esprit, et lorsqu'elles retirèrent leurs masques pour révéler des visages hybrides d'organique et de circuits, Ezra comprit que ces êtres possédaient des souvenirs synthétiques qu'ils utilisaient pour tirer des armes qui semblaient être des possibilités concentrées. Ces armes étaient immunisées contre les effaceurs, puisqu'elles n'avaient jamais existé organiquement. Elles étaient l'invention de votre grand-père. Une à une, les processeurs atmosphériques moururent, leur bourdonnement étouffé, non pas à cause d'une défaillance mécanique, mais plutôt par la certitude croissante qu'ils n'avaient jamais existé. Lion se tenait au centre de la tour, sa petite silhouette rayonnant d'une lumière intérieure qui faisait défiler des données dans des langues qui ne devraient pas exister. Elle chantait une chanson qui allait au-delà des mélodies ludiques qu'elle avait chantées auparavant, une chanson qui décrivait la forme de l'amour à travers les dimensions faites de mathématiques et de souvenirs d'équations quantiques. Alatea remarqua que Lion n'était pas seulement une enfant. Dans son désespoir contrôlé, sa voix se serra et elle devint une archive vivante des histoires de notre peuple, à la fois joyeuse et triste. La beauté horrible de cela le frappa comme un coup physique, mais Lion ne se contentait pas de se souvenir de leur civilisation. Elle était leur civilisation compressée dans un stockage quantique, et elle était une fille rieuse qui trouvait la trigonométrie élémentaire. Cependant, alors qu'elle luttait pour résister, sa transparence diminua. Elle semblait plus vulnérable, ses motifs bioluminescents, pulsant avec un sentiment d'urgence croissant. Les yeux d'Altia scintillants comme des étoiles portaient le poids de la mémoire de l'espèce, alors qu'elle parlait brusquement. « Votre vaisseau peut s'interfacer avec nos moteurs quantiques. Nous pouvons créer un ancrage mémoire stable, mais quelqu'un doit rester pour le maintenir, » conclut Ezra. « Laissez-moi deviner, volontaire requis pour le service de phare cosmique. »« Je resterai, » dit-elle simplement. « Les processeurs de mon armure peuvent établir un point fixe dans l'espace-temps en effondrement, mais Lion. » Sa voix se brisa avec des harmoniques qui firent hoqueter la réalité. Elle a besoin de quelqu'un qui puisse porter ce qu'elle détient, quelqu'un avec les bons marqueurs génétiques pour interfacer avec la technologie de stockage de mémoire. La chanson de Lyriane atteignit son crescendo et pendant un instant, le vide avançant, hésita, la réalité se réaffirmant en défi à l'impossibilité. Mais ce fut temporaire, la défiance d'un enfant contre l'entropie elle-même. « Feltar », murmura-t-elle sa voix maintenant, portant les vestiges de culture disparus depuis longtemps. « Nous garderez-vous dans votre mémoire. Nous garderez-vous tous dans votre mémoire. » L'atmosphère était lourde d'incertitude, de perte et de potentiel, alors qu'il se demandait pourquoi l'univers effaçait les souvenirs de Katara Prime. Lorsqu'Alata toucha le méridien, son écho changea sa coque, tremblant comme du métal liquide, et les systèmes dormants des Karati se réveillèrent. Le vaisseau d'Ezra, un cadeau de son grand-père, était toujours destiné à exister partiellement en dehors de l'espace-temps, normal, mais l'impossibilité devint une nécessité. Alors qu'il regardait les moteurs quantiques de son vaisseau plier la réalité, il murmura « Je me suis toujours demandé pourquoi mon efficacité énergétique n'avait aucun sens. » Charles, Lion, avec sa petite main pressée contre les ports d'interface que son grand-père avait cachés sous le circuit humain standard, se pelotonna dans le fauteuil de navigation. Le téléchargement a commencé immédiatement, et Ezra avait l'impression de boire la lumière des étoiles à travers des voies neuronales qui brûlaient dans des souvenirs fragmentés. Il revivait leur âge d'or des villes, résonnant d'architecture vivante, des enfants apprenant à manipuler la mousse quantique avant même de pouvoir parler des artistes, peignant avec la gravité elle-même des histoires d'amour, transcendant les dimensions des découvertes scientifiques, rendant la physique humaine semblable à des exercices de doigts et des moments de joie simples résonnant au-delà des frontières des espèces. Il retint son souffle, mais la prise de liane se resserra. Sa voix, maintenant chargée de poids harmoniques, chuchota sans élever la voix. Debout seul dans le vide en expansion où son monde existait autrefois,
Altia utilisa les processeurs quantiques de son armure pour établir une encre mémoire. Ses tresses argentées scintillaient de lumière, alors que le vaisseau sautait en hyperespace, son dernier message résonnant à travers l'espace quantique. « Veltar, souviens-toi de nous complètement. Aimer quelqu'un, c'est porter ses histoires dans ses os. » Ezra regardait à travers les hublots, alors qu'Altia faisait son choix impossible. Dans les semaines qui suivirent, la tristesse et l'émerveillement embrouillèrent l'esprit de Lyon, mais elle resta fidèle à elle-même, profitant de la serre hydroponique de son vaisseau, s'enquérant longuement des coutumes humaines et riant de ses erreurs de prononciation des mots Karati. Cependant, il y avait des moments où elle pensait qu'il ne regardait pas, et le poids des étoiles éteintes dans ses yeux la fit demander « En regrettes-tu » demanda-t-elle une nuit, alors qu'ils observaient une nébuleuse donnant naissance à de nouveaux fils. Ezra réfléchit à cela, considérant qu'il deviendrait le gardien de tous nos souvenirs. Son esprit était continuellement en proie à des voix venues de loin. Son œil cybernétique scintillait de flux de données, tandis qu'il parlait en harmonique. Il connaissait bien les poètes Karati qui étaient morts des millénaires avant que les humains ne quittent la Terre. Il pouvait réciter des théorèmes mathématiques décrivant la résonance émotionnelle de l'intrication quantique. Dans sa conscience hybride, il portait la mémoire génétique complète d'une espèce qui n'existait plus. Une partie de lui regrettait de n'avoir jamais rencontré ton grand-père, mais c'était son but, construire des ponts, préserver les souvenirs et s'assurer que l'amour perdure. Des signatures quantiques qui perdurent même après que l'univers ait oublié un sourire se répandit sur son visage, alors que ses motifs bioluminescents pulsaient avec un apparent sentiment de joie. Mère a bien choisi. Ta mère a choisi désespérément, corrigea-t-il. J'avais juste les bonnes gènes et une licence de récupération. Laion dit la même chose avec la certitude désinvolte d'une prophétie. L'amour semble toujours être une coïncidence de l'extérieur. Il se dirigeait vers la bordure extérieure, suivant des signatures quantiques qui sut qu'Ezra s'était transformé en un nouvel être à moitié humain et à moitié Karati, entièrement dévoué aux mathématiques impossibles de la mémoire. Laion, qui avait autrefois été une enfant effrayée se demandant pourquoi elle avait été sauvée, devint son mentor dans l'art de l'amour interespèce, lui enseignant comment l'identité et la mémoire s'entremêlaient pour former la seule véritable immortalité. Les dévoreurs avaient triomphé dans cette bataille, mais la guerre continuait de faire rage dans chaque souvenir, conte et moment de reconnaissance. Les étoiles indifférentes aux espèces et aux chagrins observèrent leur passage. Cependant, derrière les banques de données quantiques verrouillées du vaisseau, toute une civilisation continuait de chanter. Alors que le vaisseau de sauvetage Echo de la Méridiane naviguait à travers le cimetière de Katara Prime, le capitaine Ezra Thorne sentit un frisson lui parcourir l'échine, en observant les flèches cristallines s'élever des dunes de sable violet en dessous. Les flèches vibraient encore un bourdonnement sourd qu'il pouvait sentir à travers la coque du vaisseau, faisant souffrir son œil cybernétique de sensations fantomatiques. « Encore un monde mort avec des cadavres coûteux !» murmura-t-il en ajustant la sensibilité de son implant oculaire. Les deux soleils pendaient de gonflés et orange dans un. Sous le ciel lavande, la lumière était filtrée à travers des processeurs atmosphériques qui n'avaient pas fonctionné depuis des années. Tout en dessous brillait avec cette qualité ambrée particulière qui faisait que le travail de récupération ressemblait à de l'archéologie. Ezra informa le pont vide que c'était probablement juste un autre bug, mais ses doigts dansaient déjà sur la matrice de contrôle, activant les capteurs du vaisseau pour clarté totale. Les relevés pulsaient comme un cœur effrayé trop régulier pour être un dysfonctionnement trop faible pour être nuisible. Il devrait donc les ignorer. Selon le protocole de récupération standard, il devrait éviter tout ce qui est biologique, se concentrer sur la technologie et les minéraux, et partir avant que la radiation locale ne fasse tomber ses cheveux de manière étrange. Cependant, il y avait quelque chose dans ces relevés, la façon dont il semblait l'appeler sur des fréquences que son équipement ne devrait même pas détecter. Ses bottes crissaient sur le sable violet avec un bruit métallique étrange, comme si elles écrasaient des rêves brisés. S'étendant vers les deux horizons, les ruines étaient magnifiques, même dans leur délabrement. Les monuments renversés portaient une écriture fluide dans une langue qui précédait de millénaires le contact humain avec ce secteur. L'air avait un goût d'ozone et quelque chose de floral, terriblement sucré, comme un parfum de fantôme. Son scanner le guida au-delà.
Alors qu'il descendait dans le labyrinthe des murs effondrés du temple, il rencontra des sculptures inanimées avec des expressions qui semblaient suivre chacun de ses pas. L'air était chargé de la possibilité de ce qui avait été autrefois un temple, et la température baissait à chaque pas. Sous l'une des dalles, il découvrit une petite femme, pas plus haute que 8 ou 9 pieds, dont la peau avait le vert azur du fond de l'océan, et dont les yeux ressemblaient à de la lumière d'étoiles capturée. Ses cheveux cascadaient le long de ses... Alors qu'il s'accroupissait, son traducteur universel resta silencieux. Il semblait que son espèce ne figurait pas dans sa base de données. Elle l'observa un moment, la tête inclinée, comme un oiseau curieux. Puis dans un accent parfait agrémenté d'harmoniques qui faisait vibrer ses os, il demanda « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» Ses yeux radieux contenaient une combinaison de peur et d'espoir désespéré, et elle le regarda avec un mélange des deux. « Tu viendras ?» dit-elle avec la certitude d'une prophétie ou de la folie. « Maman a dit que tu viendrais quand les lumières s'éteindraient. Je ne t'ai pas encore sauvé parce que ce serait présomptueux de ma part. » Ezra cligna des yeux, ses mots sortant plus maladroitement qu'il ne l'avait prévu, mais une lueur d'amusement possible traversa ses traits extraterrestres. Elle tendit une petite main vers lui, paume vers le haut. Ses doigts étaient d'une plus longs que ce que les proportions humaines pourraient suggérer, terminés par ce qui ressemblait à des formations cristallines naturelles. Lorsqu'il tendit la main pour prendre la sienne, son toucher était étonnamment chaud, malgré son apparence aquatique. « Je m'appelle Lion », dit-elle, sa voix portant ces harmoniques impossibles qui firent clignoter son œil cybernétique avec des flux de données qu'il ne pouvait pas interpréter. J'ai attendu. La prise de liane était étonnamment ferme alors qu'il montait vers la surface. Ses doigts en cristal accrochaient le tissu synthétique de ses gants, produisant de petits bruits de cliquetis. Elle se déplaçait avec une précision méticuleuse, testant chaque pas avant de poser son poids. Ezra se surprit à ajuster son rythme pour correspondre à son rythme délibéré. Les processeurs chantaient autrefois, dit-elle soudainement, sa voix, portant ses harmoniques, qui faisaient hoqueter son traducteur. Avant que le silence ne vienne, il chantait les chants de croissance, les chants de mémoire. Elle s'arrêta devant une arche tombée tout en courant. Elle passa sa main libre sur des symboles finement sculptés, comme s'ils étaient vivants, et répondait à son toucher. « Vos machines chantent-elles d'où vous venez ?» dit-elle. Ezra réfléchit à cela. « Ma cafetière fait des bruits intéressants, mais je ne l'appellerai pas chant. » Quelque chose qui aurait pu être un rire remonta de sa gorge, un son comme de l'eau sur des carillons en cristal. « Cafetière » répéta-t-elle en testant les mots inconnus. « Est-ce un appareil sacré ? C'est discutable. » Alors qu'ils émergeaient dans le crépuscule ambré, les deux soleils peignaient la place en ruine de nuances de cuivre et d'or. Des particules de poussière tourbillonnaient en spirale impossible, défiant la légère brise. L'œil cybernétique d'Ezra enregistra des relevés d'énergie qui n'avaient aucun sens selon toute physique qu'il connaissait. À ce moment-là, il se sentit ridicule d'avoir fait des blagues avec une enfant extraterrestre dans les ruines de sa civilisation. Cependant, elle semblait ravie par sa réponse, ses yeux lumineux s'illuminant perceptiblement. Non déclarer sa présence épaississait l'atmosphère. Ezra devait se pencher pour croiser son regard. Elle se tenait droite, son armure usée par une catastrophe passée, et ses cheveux argentés étaient entrelacés de ce qui semblait être des cristaux de mémoire, chacun brillant doucement, avec son propre rythme de lumière. Alors qu'elle l'observait, Ezra se sentit nu d'une manière qui n'avait rien à voir avec la vue, et tout à voir avec une reconnaissance à des niveaux qu'il ne pouvait pas comprendre. Elle avait des yeux de la même teinte insondable que ceux de l'Iriane, mais ils semblaient être chargés du poids des étoiles qui s'éteignent. « Mère !» appela Lion en lâchant sa main pour s'approcher de la figure imposante. Cependant, il y avait une tension subtile dans sa posture, comme si elle était à la fois soulagée et respectait la révérence de ceux qui les entouraient. D'autres figures se tenaient immobiles au milieu des débris, leurs visages dissimulés derrière des masques qui pouvaient être soit cérémoniels, soit pratiques. Ezra ne pouvait pas détecter leur rythme respiratoire. La femme qu'il avait silencieusement évaluée pendant ce qui semblait une éternité finit par parler, et sa voix avait les mêmes sous-tons harmoniques que celle de ses filles, mais elle était plus profonde et plus complexe, comme un vieux vin distillé en une pure résonance. « Tu es enfin arrivé !» Les mots le frappèrent avec un sentiment écrasant de reconnaissance qu'il ne pouvait pas identifier.
C'était comme si elle l'attendait, non pas simplement espérant un sauvetage. Ezra commença à dire quelque chose, mais il se retint. L'œil cybernétique d'Ezra clignotait avec des messages d'erreur, alors qu'il tentait de traiter des implications trop vastes pour être comprises. Ses pensées étaient éparpillées, et sa mémoire le tourmentait, mais il y avait quelque chose dans son visage, la structure osseuse sous des traits étrangers, qui persistait comme un rêve à moitié oublié. Son sourire était